Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Le patient va voir un chirurgien, pas du tout un nutritionniste. Il n'a pas du tout envie de voir un nutritionniste. Il en a déjà vu pendant des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pourquoi le chirurgien veut qu'on revienne voir un nutritionniste qui n'a rien pu faire jusqu'à présent pour nous? Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais devoir faire attention à ce que je mange, je vais devoir compter des calories, je vais devoir ci, je vais devoir ça, faire des régimes draconiens, évaluer mon sucre, mon gras. J'en peux plus, moi. C'est pas pour rien que je vais chez le chirurgien. Je vais chez le chirurgien parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge médicale correcte avant. Donc pourquoi le chirurgien va absolument que je retourne voir ce nutritionniste dont je n'ai plus rien à faire? Il faut vraiment se poser énormément ces questions, ne pas considérer que le malade qui va effectivement solliciter une chirurgie bariatrique est un malade qui veut, comme l'illustre bien la petite image à côté, veut perdre rapidement, faire aucun effort, et c'est une solution de facilité. Non, ce n'est pas du tout une solution de facilité. Historiquement, qu'est-ce qui se passe? La chirurgie bariatrique, alors c'est une vieille histoire. Sur la branche chronologique, vous pouvez voir que les premières tentatives de dérivation géjuno-iléale, donc bariatrique, ont été faites en 1950. Alors 1950, on est après-guerre, et c'est à ce moment-là que l'apport alimentaire commence à augmenter. Le questionnement de la prise en charge du poids commence à titiller un petit peu les professionnels de santé. Et qu'est-ce qui se passe? Pour perdre du poids, on sait que quand on a un cancer de l'estomac, on fait une grosse intervention au niveau de l'estomac et globalement, le patient perd du poids. Alors pourquoi pas l'utiliser? Bon, là, il y avait un cas en 1950. La consommation continue à proliférer. Il y a de plus en plus de cas d'obésité. Globalement, les chirurgiens s'essaient à mettre en place les différents types de chirurgie. Jusqu'en 1975, on voit arriver une dizaine de cas, une vingtaine de cas. En 1980, un petit peu plus. Et seulement, donc il y a les améliorations techniques, l'anneau, beaucoup d'anneaux, le bypass. Il y a certaines régions de France où il y a beaucoup plus de poids que chez nous, développent l'anneau, toute la région lyonnaise. Le bypass, c'est toute la région du nord de France. Et en 91, vu le nombre d'interventions, eh bien, l'OMS déclare que la chirurgie est le seul traitement efficace pour des patients qui ont un IMC supérieur à 40. Alors, et le seul traitement efficace, c'est le seul traitement efficace évalué, c'est-à-dire qu'il n'y a que les chirurgiens qui ont fait des études avec un nombre de cas et ont publié des résultats. Les opérations prolifèrent, et prolifèrent tellement que l'HAS décide, en 90, décide d'établir des critères, si vous voulez, pour que les patients soient opérés. Donc les fameux critères de base, c'est l'index de masse corporelle, et puis sollicite une consultation pluridisciplinaire, c'est-à-dire chirurgicale, médicale, donc nutrition, et psychologique. Et à partir de ce moment, des unités ont commencé à se créer. Seulement en 1998, l'OMS déclare obésité, première épidémie non infectieuse de l'histoire. Il y a eu en bas de combat. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qui leur prend? Il n'y a pas d'épidémie compte tenu non infectieuse. Là, le facteur épidémique, c'était qu'il y avait une énorme croissance de la population obèse, avec il n'y avait pas de virus, hein, on n'est pas sur le corona, c'est pas le cas. C'est l'alimentation qui est à l'origine et à la source donc de cette croissance de prise de poids. À partir de ce moment-là, les médecins se sont posés un peu des questions. Et quand on a une déclaration de ce type,
Ça veut dire que la prise en charge médicale doit être ciblée. La consultation médicale, c'est globalement, il y a la demande qui est évaluée, et puis on a des actes qui sont obligatoires. L'acte obligatoire, prendre la tension, mesurer la tension artérielle du patient. Et à partir de ce moment-là, à partir de 98, l'autre acte obligatoire, censé être obligatoire, c'est le poids, la pesée du patient, ainsi que sa mesure de taille. Donc, normalement, toute consultation médicale, il doit y avoir une pesée, afin de faire un diagnostic et de vraiment évaluer épidémiologiquement le nombre de patients en surcharge, en obésité ou en poids normal. Vous comprenez bien que 98, ce n'est pas si vieux que ça, hein. Il y a beaucoup de patients qui ont du poids depuis beaucoup plus longtemps et que la prise en charge était plutôt réduite. Les premiers, alors, à partir de ce moment-là, le gouvernement est obligé de mettre en place des recommandations, c'est-à-dire des idées qui passent dans l'ensemble de la population, c'est la santé publique, afin que vous puissiez savoir quoi faire par rapport à cette épidémie. Comme mettre un masque, n'est-ce pas? Bon, là, on est sur des recommandations qui ont été élaborées par le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Depuis 1998, on en a 6, avec des recommandations les plus originales les unes que les autres. Et bon, les premières recommandations que vous connaissez tous, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Alors c'était connu, mais là on l'a vraiment posé, et on l'a même tellement bien posé que les gens qui devaient manger effectivement 5 fruits et légumes par jour n'ont pas vraiment entendu les choses, parce que pendant les 2 premières années suivant la recommandation, ce ne sont pas les patients obèses qu'on voyait, c'était les patients en anorexie mentale, parce qu'ils ne mangeaient que 5 fruits et légumes par jour. Donc, quand on donne une allégation, quand on donne une recommandation de ce style, il faut qu'on soit très vigilant sur l'impact qu'il va y avoir dans la population. Donc là, à l'heure actuelle, vous avez remarqué qu'on ne dit plus faites ci, faites ça, c'est plutôt manger, manger, il faut manger, et bouger. Beaucoup bouger. Tous les kinés sont d'accord. Et c'est la seule recommandation qui est vraiment licite. Les diététiciens ont été les premiers à se rendre compte que la nutrition, ce n'était pas simplement des glucides, des lipides, des protéines et des calories. Et qu'il y avait tout un contexte psychologique, historique, familial, génétique, environnemental, qu'il fallait étudier. Et donc, c'est pour ça qu'on met un adjectif maintenant aux médecins ou aux diététiciens, ce sont des diététiciens nutritionnistes. Voilà. Donc c'était les premiers dans les environs de 2001. À partir de là, quelques années après, en 2004, ce sont les médecins qui se sont réveillés. C'est très tard. Donc ces médecins, on dit il va falloir aussi qu'on s'occupe de nutrition, mais s'occuper de nutrition, c'est très compliqué, on n'a pas appris ça à la fac. Et il va falloir qu'on le travaille plus. Et pour pouvoir être vraiment dans l'efficacité de la prise en charge et dans la recherche, parce qu'on n'y connaît rien, eh bien, il va falloir qu'on travaille exclusivement en nutrition. C'est-à-dire qu'un médecin nutritionniste ne fait que de la nutrition, et toute la journée. Ce n'est pas un médecin généraliste. Le médecin généraliste peut faire des diplômes universitaires qui sont des spécialisations limitées dans le temps. Mais pour pouvoir connaître la maladie de l'obésité, il faut avoir une certaine expérience et une expertise. On a la théorie, le mettre en pratique, c'est encore très compliqué. Et à chaque fois qu'un patient vient nous parler de son histoire d'obésité, et il y a des choses qu'on apprend. La chirurgie bariatrique a permis une connaissance de la maladie. L'OMS a déterminé la maladie, a défini la maladie, mais
c'est tout l'enjeu en fait du travail pluridisciplinaire, médecin et nutrition. Parce que la chirurgie, effectivement, elle permet de perdre du poids. Avec la chirurgie, on perd du poids. Mais pour bénéficier de cette perte de poids, pour qu'il y ait vraiment une efficacité, il faut qu'il y ait une équipe qui soit dans le soutien, dans le suivi, dans la complémentarité et ce suivi à vie. Parce que l'obésité, c'est vraiment une maladie chronique, mais évolutive. L'OMS, à partir du moment où elle a diagnostiqué épidémie, elle a diagnostiqué maladie de l'obésité. Donc c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous poursuivre tout au long de notre vie si on est en obésité. Et même si on retrouve un poids normal, il va y avoir peut-être un comportement qu'il va falloir adapter et pour éviter de retrouver un poids supérieur à ce qui est bon pour sa santé. Elle est relative. Elle est relative à la singularité de la personne parce que chaque obésité est le reflet de la personnalité. On peut être obèse et être heureux. On peut avoir un index de masse corporelle à 35 et bien se débrouiller. Il faut que vous arriviez à savoir ce qui est important pour vous, ce qui est utile pour vous, et vous respecter dans votre propre intimité. La perte de poids peut être un résultat donc éphémère si vous ne saisissez pas l'importance de l'adaptation comportementale ultérieure. Ce n'est pas parce que vous perdez du poids que vous allez changer votre personnalité, votre envie de manger du sucre. Et il faut la garder, votre personnalité. Parce que vous ne pouvez pas être une autre. Vous ne pouvez pas être différent après. Si vous aimez manger du sucre, il va falloir que vous remangiez du sucre après, mais dans des quantités, dans des proportions, où vous puissiez être à l'aise, heureux, en harmonie avec vous-même. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est une évolution qui est par bride, très progressive, et quand vous êtes tout seul là-dedans, c'est très difficile. Je n'ai pas du tout envie de vous donner une liste des différentes complications dues à l'obésité, parce que c'est peu pertinent pour moi, et ça ne fait que peur. Voilà. Et la peur, ça n'a jamais à faire dans ces personnes. Il vaut mieux essayer de voir ce qui est le plus important pour vous au moment T et adapter à la demande la prise en charge. Donc, on est dans de l'éducation thérapeutique. On est dans un bilan d'éducation thérapeutique et éviter de créer des résistances à la perte de poids et favoriser la prise de poids ultérieure. Le médecin nutritionniste, au sein de l'équipe, l'équipe est très importante, elle est très soudée, elle est très liée, elle est très à l'écoute. Il est important d'avoir, si vous voulez, une sorte de coordination parce qu'il faut donner du sens au projet, il faut créer du lien entre tout et il faut prendre du recul. Alors vous voyez, dans cette image, elle est assez symbolique, le patient est en équilibre sur une asperge. C'est pas très solide, une asperge. Et on passe d'une alimentation à une autre alimentation. Cet équilibre, il peut être soutenu, mais il peut aussi être spontané. Et vous pouvez y aller si vous savez qu'il y a une possibilité d'être soutenu. Donc donner du sens, c'est donner du sens au projet, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une idée. Ce n'est pas obligatoirement perdre 50 kilos, 40 kilos pour arriver à un poids d'IMC normal. Non, ça va peut-être vous soulager et garder la possibilité d'avoir une vie sociale parce que vous aimez manger avec vos copains, parce que vous aimez faire la fête, parce que vous aimez bien manger, vous aimez faire la cuisine.
Maintenant, ça peut être aussi parce que, effectivement, vous voulez perdre pour séduire, pour vous habiller, pour retrouver peut-être votre profil plus jeune, à voir. Tout ça, c'est à discuter, à être accompagné, à remettre de la réalité dans ce projet et donc donner du sens. Du sens à la maladie. Parce que la maladie, elle n'est peut-être pas là pour rien. Elle vous aide peut-être à vous soutenir dans votre difficulté de vie. Prendre du poids, c'est manger. Manger, c'est vivre. Et donc, si vous prenez du poids, ben, c'est peut-être pour vivre. Voilà. Donc, essayez d'avoir une réflexion qui est au-delà de simplement « Ah ouais, j'ai trop de poids, je perds du poids. » Donc, sa vie, elle est singulière et votre façon de vivre est singulière. Autorisez-vous à vous respecter, autorisez-vous à exister et à être. Créez du lien avec le patient, entre médecin-patient. C'est médecin-patient parce que les différents textes qui ont été établis, c'est toujours des textes sur les relations médecin-patient. En fait, ces médecins, c'est l'équipe, c'est toute l'équipe. C'est l'équipe dans laquelle vous allez retrouver en diète dans les différents ateliers. Alors, il y a Sandra qui fait des ateliers diète. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Donc Sandra Deglotagne, je suis diététicienne sur la clinique du Parc et référente du service diététique. Donc on est une équipe de 3 diététiciens actuellement qui interviennent lors des ateliers pendant les 3 jours d'hospitalisation. Donc on anime 3 ateliers. Le premier sur l'équilibre alimentaire, où on va poser les bases voilà, de ce qu'est une alimentation équilibrée. On part des connaissances qu'ont les patients qui viennent pendant ces 3 jours. Et on les laisse se débattre sur l'équilibre alimentaire, de ce qu'ils savent, des fausses idées. Ensuite, il y a un deuxième atelier sur l'alimentation de pleine conscience, animé par Ghislain Vilsanti, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et un troisième atelier sur l'alimentation après la chirurgie, donc animé par Aude Kogler, voilà, pour aborder lors de ces 3 jours ce que peut être l'alimentation après la chirurgie, pour avoir une première notion de ce que va être la vie du patient après la chirurgie bariatrique. Merci. Ouais. Donc les ateliers de pleine conscience, tu voulais que j'en parle un petit peu plus. C'est des ateliers où vous prenez vraiment conscience de comment manger, comment respirer, qu'est-ce que ça vous apporte, et vous êtes vraiment dans ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre la maladie et le patient aussi? C'est la même chose. Il y a un lien, il y a quelque chose de très intime, et c'est important d'arriver à le mettre en mots. D'ailleurs, ces mots, ils vont être exprimés lors de la pièce de théâtre ce soir, et ils vont être mis en corps aussi. Il y a en mouvement. Et le mouvement, c'est tout ce qui est activité physique. Prendre du recul, donc on est là, mais on peut vous laisser aussi dans votre autonomie, et plus vous serez autonome, mieux ça sera. Mais il faut savoir pouvoir revenir si vous avez besoin. On est dans de la chronicité et il faut l'accepter. Savoir-faire, savoir-être, savoir faire avec et être vous-même. Donc pour le mot de la fin, c'est la fin, merci d'avoir écouté. La fin, c'est j'ai faim. Est-ce que je vais encore avoir faim? Est-ce que je vais plus avoir faim? Méditez un petit peu sur cette diapo. Moi, je pourrais dire que c'est le début et pas trop la fin. Merci beaucoup de votre attention.